les grands, avec grands, on aurait pu mettre des guillemets pour grands autant que pour travaux d'ailleurs. Alors c'est finir les plantations, ça, 4000 c'était une blague, hein, et 10 000 aussi, hein, on est beaucoup plus proche de la fin que du début. C'est replanter des végétaux que je plante tout de la même façon, quelles que soient les exigences, et il y en a certains qui acceptent, il y en a qui sont contents, puis il y en a qui vraiment ça leur convient pas. Donc là, l'idée, quand je vais avoir un peu moins de plantation à faire, c'est de replanter ceux-là pour voir s'ils sont capables, avec un peu plus de précaution, de fonctionner ici. On a vu, là, vous avez à droite une magnifique toile tissée au pied d'un Lagerstroemia. Toutes les premières années, j'ai énormément utilisé cette solution de paillis parce que ça m'a facilité les choses en termes d'entretien par rapport à la maîtrise des adventices, par rapport à l'arrosage, par rapport à... Nos enfants étaient jeunes et fougueux. Alors, ils sont encore jeunes et encore fougueux, mais un peu moins. Et quand ils étaient sur la tondeuse, j'étais rassuré de savoir qu'il y avait une certaine distance de sécurité avec le tronc des végétaux. Et puis donc là il est prévu d'enlever ces plastiques, c'est un gros travail mais on a commencé et ça va se faire. Et c'est anecdotique mais il faut changer, les piquets de clôture sont tous morts, ce sont le grillage qui tient l'ensemble et on a besoin de se protéger des chevreuils. Et puis on avait des plans, vous en avez vu un tout à l'heure, maintenant on a de l'étiquetage et pour pouvoir envisager des activités un peu en autonomie et puis par rapport à Alzheimer qui finira peut-être par arriver, on se dit qu'il va falloir faire un levé topographique précis pour pouvoir avoir une double entrée, l'entrée par les numéros, mais l'entrée par la localisation quand on est sur le terrain. Donc ça va être un gros projet. Il y a aussi l'idée, alors là, sera peut-être, on verra à quelle échéance, d'avoir un outil numérique qui permette justement d'avoir une interface plus simple entre le végétal qu'on a devant nous et sa description, son histoire. Il y a aussi, voilà, ça c'est la tondeuse avec Annie en action dessus. J'ai pas refait le calcul, puis c'est un peu décourageant des fois de le faire, mais il y a pas si longtemps que ça, on avait dépensé autant en achat de tondeuses pour entretenir le terrain que de végétaux. Alors que quand on fait un arboretum, c'est pas ça qu'on pense. Hein. Donc, et là, l'idée, ça serait de passer à de l'électrique. Ça dérangera moins les voisins quand on tond le week-end, et puis ça serait beaucoup mieux pour certains aspects, même si c'est pas idéal. Et puis, on a tout le début, on a fait des diapos, je sais pas, 10, 12, 13 000 diapos avec le suivi des arbres quand ils étaient tout petits. À partir de 2003, on est passé au numérique. Donc, on en a, Camille, on a vu tout à l'heure, on a numérisé beaucoup pour préparer cette journée, mais il en reste énormément et ça permettra d'avoir la traçabilité en images des végétaux depuis qu'ils sont plantés. Et pour certains, avant et après chaque opération de taille. C'est ce qu'on peut apercevoir en partie sur les panneaux. Et puis, là je vais appeler Franck Massé et Pierre Simulac s'ils veulent venir me rejoindre pour parler de l'îlot d'avenir, voilà. C'est un projet qui est en train de se mettre en place, qui dépasse un peu la phase de projet puisque c'est enclenché. Et je vais laisser Franck Massé en dire quelques mots. Eh bien, on pourra l'évoquer un petit peu plus sur le terrain tout à l'heure, mais pour rester dans le cadre expérimental, le CNPF, qui est le Centre national de la propriété forestière, en lien avec les associations de propriétaires, les groupes de progrès, les groupes de développement forestier, eh bien, encadre un programme qui s'appelle l'îlot d'avenir. Donc un programme d'îlot d'avenir qui consiste, eh bien, comme son nom l'indique, à planter des petits îlots d'une surface de 0,5 à 2 hectares, en région centre, alors pas partout, hein, on est quand même limité par notre financement. Voilà, alors dans le cadre de l'évolution du climat hein, et de ses répercussions sur les essences, puisqu'on voit on en a un petit peu parlé, autour de nous en forêt des châtaigniers qui dépérissent, du chêne pédonculé qui dépérit, également des impacts sur les conifères, sur le pin sylvestre et j'en passe. Donc dans ce cadre-là, eh bien, on s'interroge et on expérimente, on va planter, mettre en place des plantations d'essences supposées résistantes à l'évolution, enfin au réchauffement climatique, des essences plutôt indigènes, méditerranéennes, subméditerranéennes, et voilà. Alors,
ici, à la loiterie, à la petite loiterie, il est prévu d'installer un îlot d'avenir de 70 arts, je crois, de mémoire. Et alors c'est plutôt mon collègue Pierre Simula qui est chargé de ce travail au CNPF. Et alors le projet est en cours. Pour l'instant, la parcelle est à base de châtaigniers, dépérissants. Elle n'est pas coupée. Elle le sera. Il y aura un travail préparatoire à la plantation expérimentale. Et ensuite, eh bien, il est prévu d'installer du Quercus ceris, chêne chevelu. Donc, comme vous le savez, le chêne chevelu, c'est une essence plutôt du sud-est de l'Europe. On l'appelle aussi chêne lombard, chêne d'Italie. Il est plutôt méditerranéen. On le retrouve en Asie mineure, jusqu'en Turquie, en Anatolie. Et c'est une espèce qui est subspontanée, qu'on retrouve ça et là en Indre-et-Loire, sur Céré-la-Ronde, Mazières de Touraine, Langeais, Pierre en a vu sur Luynes. Et c'est une essence relativement plastique, qui pousse bien et qui a un bois moyennement intéressant, mais qui est supposée résistante à l'évolution du climat. En tout cas, qui montre vraiment un intérêt là-dessus. Alors, il y a d'autres essences. On a un panel d'essences, on a un choix d'essences qui est limité à 13 essences forestières, puisque se pose aussi la question de l'approvisionnement, de la disponibilité en pépinière. On ne peut pas planter tout à n'importe quoi. Au départ, on était parti sur plusieurs dizaines d'espèces qu'il aurait été possible d'introduire, mais pour des raisons de disponibilité, de mise en culture, on est limité, entre guillemets, à un choix de 13 espèces. Des abies, des pinus, des feuillus, du châtaignier hybride, et voilà, donc un certain nombre d'espèces. Voilà ce que je peux dire. Bon, peut-être qu'on le verra un petit peu sur le terrain cet après-midi. Si Pierre, tu veux rajouter quelques éléments par rapport au taux de subventionnement. Bon, alors tout ça est encadré, c'est financé. Globalement, alors les îlots d'avenir ont une surface qui va de 0,5 à 2 hectares, comme je l'ai dit. Et le financement est de 70% d'un forfait qui s'élève à 7 000 €. Donc grosso modo, que l'on plante 50 arts ou 2 hectares, eh bien, le propriétaire peut être financé à hauteur de 5 000 €. Voilà. Et ça couvre une partie des frais de plantation, d'entretien ultérieur, de mise en place. Voilà. Juste pour expliciter un peu le choix du Quercus ceris, il se trouve que moi je le connais en situation de boisement, mais je rencontre régulièrement en milieu urbain. C'est un arbre qui a été planté depuis pas mal d'années dans certaines villes, je pense à Angers entre autres et d'autres, et qui commence à être planté et qui fonctionne bien en milieu urbain. En plus, il est assez facile à former par rapport aux contraintes que l'on a. Voilà, donc l'explication. Dans les autres projets, là, on a presque terminé, c'est de voir. Alors quand Jacques Soignon, il est venu, on se connaît depuis très longtemps avec Jacques Soignon, mais il est venu il n'y a pas si longtemps que ça à l'Arboretum, et j'étais très content qu'il arrive, et on a fait un tour ensemble, et il a dit, mais là il a repris sa casquette de vice-président du CCVS, et il a dit, mais là tu devrais, tu as plusieurs genres qui mériteraient de faire partie d'une collection CCVS, et en particulier, il y a les osmantes, j'ai d'Osmanthus et les Vitex. Chaque fois que je vois passer un nouveau taxon, je le récupère parce que je pense que ce sont des plantes vraiment intéressantes. Et puis, il y avait une chose à laquelle j'aurais vraiment jamais pensé, c'est les CP. Moi, j'ai fait des CP parce que ça m'intéressait à l'époque, j'ai continué à en faire, et il se trouve, j'ai dit tout à l'heure, il y a 130 taxons différents, et ce que je ne savais pas, c'est que le CCVS peut avoir des collections de formes. Il y a des collections de formes fruitières, mais il peut y avoir une collection de formes, en l'occurrence, de formes en CP. Ben Jacques, de toute façon, tu vas pouvoir éventuellement en dire deux mots. Oui, donc, comme tu parles du CCVS qui m'est cher, ben évidemment, effectivement, on a repéré ici un potentiel de diversité remarquable, comme dans la plupart des grands arboretums dont il fait partie, et qu'à partir de là, l'idée de déposer ici des collections spécifiques, on peut en trouver de multiples. On a imaginé plusieurs pistes. Effectivement, cette idée de comparer les choses, en particulier autour des CP, nous a immédiatement sauté à la figure, parce que c'est véritablement une façon de repérer
une façon de traiter les arbres en ville en particulier aussi qui est intéressante. Mais au-delà de ça, effectivement, on aurait pu trouver plusieurs groupes, puisqu'il y a plusieurs groupes de plantes qui sont bien représentés. Les Vitex m'avaient flashé, ils vont vous flasher aussi si la floraison commence à démarrer, c'est peut-être un peu tôt. Non. Donc ça ne va rien vous flasher du tout, il faudra revenir. C'est un peu plus tardif en général, effectivement, c'est à la fin de l'été. Et donc beaucoup de potentialités par rapport à ça. Après, effectivement, sur la question de la gamme végétale, on a beaucoup parlé, on va encore en parler beaucoup. On a parlé des grands sites, on a parlé de Gredic Store que je connais bien, qui est un site que je vous invite à visiter et qui a démontré des choses, mais c'est bien, à ta façon tu le démontres aussi, que les choses ne sont pas aussi simples entre plantes indigènes, plantes exotiques, etc. La situation est bien plus intéressante et plus compliquée que ça. Elle mérite beaucoup d'attention et l'attention que vous mettez ici, elle va nous être utile. Et évidemment, on est en train de travailler sur ces sujets-là dans différents sites et Plantécité d'ailleurs a engagé des programmes sur cette thématique-là. Ça va nous guider effectivement à faire les bons choix. Je suis absolument convaincu qu'avec la diversité, en général, on s'en sort plutôt mieux qu'en étant un peu trop resserré sur ce que l'on peut mettre en place. Voilà, donc parce que pour réagir au futur, c'est certainement la meilleure façon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, c'était tout ce que je dirais par rapport à ça, parce que le temps est déjà bien consommé. Il y a un chiffre que je n'ai pas donné ce matin, je vais le donner tout de suite quand même, qui va vous faire réfléchir. Actuellement, si Barcelone a fait une étude, vous avez peut-être entendu parler du programme 3-30-300, qui est un système mis en place par un Hollandais, qui dit qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens aient 3 arbres à proximité de vue, en vue quotidienne, de son bureau ou de son foyer, qu'il y ait 30% de canopée dans un quartier, donc c'était un deuxième 3, et puis le 300, c'est avoir un jardin, un espace avec boisé, à moins de 300 mètres de chez soi. Ce genre de disposition se met en place dans des chartes. Donc la ville de Nantes, François Frétet est là, il aurait pu en parler, c'est lui qui a mis en place cette affaire-là, est inscrit maintenant dans la politique de la ville de Nantes. Alors c'est pas la seule, il y en a d'autres qui sont orientés de cette façon-là, mais ce qui est intéressant, c'est que Barcelone, qui étudie la même chose, a fait la même volonté, et ils ont fait une mesure récente pour constater que 5% de la population seulement était aujourd'hui dans cette position-là. Donc il reste 95% de la population à équiper en arbres, c'est au moins à mettre dans de meilleures conditions, et en arbustes bien évidemment par extension. Mais on voit qu'il y a un grand écart dans toutes les grandes métropoles, dans toutes les villes, un peu partout, et ça va nous lancer sur des chantiers fantastiques, parce qu'effectivement, de fait, pour y arriver, il va falloir déminéraliser. On va y revenir à la fin parce qu'effectivement c'est un bon sujet également qui nous tend les bras et qui nous donne aussi un peu d'espoir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Merci Jacques. Pour terminer, dans les projets, il y a celui de mettre en place une ORE. L'ORE, c'est une obligation réelle environnementale. C'est un dispositif qui permet de sanctuariser un site en définissant des objectifs en termes d'environnement, de préservation de l'environnement tel qu'il est, avec un partenariat qui se met en place entre le propriétaire et une structure qui est généralement une association. Ça peut être une collectivité, il peut y avoir d'autres acteurs, et c'est quelque chose avec un cahier des charges qui est défini. Augustin pourra en dire quelques mots tout à l'heure, il connaît très très bien le sujet, et donc ça permet de sanctuariser, c'est-à-dire que même quand il y a un changement de propriétaire, quand il y a un changement de gestionnaire, ce cadre-là reste, c'est sur une période de 99 ans. Et l'autre question qui est un petit peu liée, mais pas complètement, c'est on a envie d'assurer la pérennité du site. Alors on n'a pas été sympa avec nos enfants parce qu'on aurait fait une collection de timbres, ils auraient pu la vendre, on aurait fait autre chose plutôt que de ruiner la famille qu'un arboretum. S'il y a une chose qui est compliquée à recevoir en héritage, c'est un arboretum. Alors il y a des fois où ça a été très bien réussi. J'ai parlé de l'arboretum de la Fosse, j'ai parlé de Baleine. Il y en a d'autres, mais c'est pas toujours aussi simple. Donc on réfléchit à ça pour que on a évidemment envie que ça reste à nos enfants, mais que ça pèse pas autant sur leurs épaules parce qu'eux n'ont pas choisi. Moi j'assume quand j'ai mal au dos ou aux épaules d'avoir passé à la débroussailleuse, et eux n'ont pas forcément envie de ça. Donc on réfléchit à ça. Puis, il y a cette question de multiplier
des partenariats. Yves l'a évoqué, Caroline l'a évoqué, c'est d'essayer de voir, nous on aimerait bien que, au-delà de ce qui a été fait, qu'on vous a présenté jusqu'à maintenant, de quelques pistes qu'on a pu donner, eh bien, c'est que l'arboretum serve à ça aussi, de support pour des travaux d'observation, des travaux scientifiques. D'accueillir des étudiants, on en a accueilli, là, des formations, là vous avez un grimpeur en train de faire une taille de formation, on a eu des apprentis arboristes élagueurs de Pontivy et de Kerplouz qui sont venus pour faire des formations et des travaux comme ça, plus d'autres centres de formation. Moi, je pense à eux parce qu'ils ont participé vraiment à des travaux et ça permet de diffuser les connaissances, ça permet, ce qui a son importance, de faire fonctionner puisque l'arboretum vit avec les recettes des formations, des animations, de l'accueil du public, et puis ça participe, comme on le voit là aussi, à des travaux.